Bonjour à tous. Je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé il y a maintenant 3 ans sous la direction d'Anne-Marie Châtelet, qui était une problématique entre la préservation d'un patrimoine, celui de la BNU, et la nécessité d'évoluer, sachant que les collections augmentent et le nombre de lecteurs augmente continuellement. Donc vous pouvez voir sur cette première image donc le projet initial d'Artel Neckelmann que M. Nolen vient de nous présenter. Une première grande transformation qui a lieu après-guerre, celle de François Ehrenschmidt en 1951, entre 1951 et 1956, et la dernière réalisée par l'agence Nicolas et Michelin, dont M. Delplace fait partie, qui vient d'être terminée en 2014. Donc au travers de ma présentation, je vais surtout me concentrer sur entre l'état existant et l'état projeté au niveau des deux transformations. Donc tout d'abord, je vais rappeler l'état existant et sa logique de fonctionnement. Donc vous voyez, c'est le plan de Artel Neckelmann de 1895. Donc comme l'a déjà dit M. Nolen et M. Lui ce matin, on a le volume des magasins au sud, au nord et à l'est du bâtiment, sachant que la place de la République est ici. On a une logique depuis la rue, une continuité jusqu'à la salle de lecture. Le lecteur arrive donc depuis la place de la République, arrive dans la salle de prêt, va dans la salle des catalogues, trouver la référence du livre, puis va dans la salle de lecture pour consulter son ouvrage. Au niveau de l'étage, on retrouve la même logique avec les magasins sur 3 côtés, la salle de lecture au centre, on voit bien les cours, il y a 4 cours existantes, et le bâtiment de l'administration côté Kaiserplatz. Ce projet va évoluer après-guerre, notamment d'une part à cause des destructions dues au bombardement américain de 1944, même si ces destructions sont relativement faibles. Les dalles, notamment de la salle de lecture, sont détruites et une partie des magasins nord. Donc on voit le projet de François Ehrenschmidt qui conserve la logique de fonctionnement d'une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on pénètre depuis la rue, toutefois la continuité depuis la rue est cassée, mais on conserve cette logique avec la salle des catalogues, la salle de prêt et la salle de lecture. Donc on rentre ici avec à droite à gauche des escaliers périphériques qui nous mènent à l'étage où se trouve la salle du catalogue, donc la salle du prêt et la salle de lecture, qui a été surélevée à l'étage supérieur pour permettre de gagner du stockage supplémentaire. On monte de combien de marches? Oula, on monte à l'étage, le premier étage. 5 mètres en fait. On tourne dans les escaliers pour arriver à cette... Oui, voilà. Vous voyez ces escaliers que vous voyez ici. L'étage, c'est la salle 4, donc étage 4. Voilà. D'où le nom, ce que M. Lui nous a indiqué ce matin. Voilà. Depuis la rue, on monte de 3 étages. C'est ça. Voilà. Donc on conserve toujours cette même logique, donc avec les magasins sur le pourtour. On conserve également les cours et tout ce qui est administration côté Kaiserplatz. Ensuite, on a le projet de Nicolas et Michelin, donc qui réhabilite cette continuité depuis la rue, comme nous l'a expliqué ce matin M. Delplace. Donc on pénètre depuis la Kaiserplatz, on a ce grand escalier, on arrive sous la coupole avec la banque de prêt, les périodiques, et ensuite on utilise l'escalier central qui est sous la coupole, anciennement la salle de lecture, pour accéder aux différents plateaux où se trouvent les places de lecture. Donc on voit que l'ensemble des espaces qui étaient dédiés auparavant à l'administration ont été redonnés aux lecteurs. Toutefois, il conserve également la logique des archives, enfin des espaces de stockage, donc dans les ailes qui étaient déjà destinées à cet usage. Donc dans un deuxième temps, je vais me concentrer notamment d'un point de vue structurel sur les
sur les destructions et les constructions qui étaient faites lors des différentes constructions. Donc là, on a le projet de François Ehrenschmidt. Donc on voit que il y a eu très peu de changements de point de vue structurel sur le projet initial de 1895. Donc c'est des transformations mineures, des créations d'ouvertures, notamment pour avoir une continuité depuis la salle de prêt sur la place de la République. Vous voyez, c'est des choses vraiment très mineures, notamment en plan. Toutefois, lors de cette transformation, l'ensemble des décors qui dataient de l'époque allemande ont été détruits dans cette période d'après-guerre qu'on connaît, qui était assez tendue, je suppose. Donc lors de vos travaux, je crois que vous n'avez quasiment rien retrouvé. Voilà. Donc ce piquetage n'était vraiment pas nécessaire de l'ensemble des décors, c'était vraiment une volonté de François Ehrenschmidt de rationaliser, d'avoir une sobriété dans l'ensemble des espaces qu'il proposait. D'où avoir remonté la salle de lecture au niveau 4, donc ce qui a fait abaisser la hauteur sous plafond sous la coupole en passant de 16 mètres à 10 mètres de hauteur sous plafond. Ensuite, je vais vous montrer des coupes, c'est beaucoup plus parlant. Donc là, vous voyez l'ensemble des constructions faites par François Ehrenschmidt, donc avec le claustrat béton que vous avez vu sur la première image, donc qui permet de redonner à cette salle de lecture une dimension beaucoup plus humaine par rapport à la salle de lecture de l'époque allemande qui était vraiment qui avait une magnificence importante. Donc là, après, il s'agit principalement de cloisonnement avec des toilettes, enfin des choses vraiment très, très, très mineures. Donc ensuite, le projet de l'agence Nicolas et Michelin, donc là, qui avait un parti pris, c'était de construire au sein des cours, que vous voyez ici, et de redonner et d'avoir une transparence depuis l'ensemble des espaces de lecture sur la place de la République. C'est ce que... Oui, vous me coupez si jamais je dis des bêtises. Hein. Je comprends pas très bien la vidéo, parce qu'à gauche, c'est du jaune partout. C'est parce que quasiment l'ensemble de la structure porteuse intérieure du bâtiment a été détruite. En fait, tout ce que vous voyez en jaune, c'est ce qui a été détruit. Ah oui, le rez-de-chaussée, le premier étage, ok, d'accord. Donc vous avez à gauche le rez-de-chaussée et à droite le premier étage. D'accord, c'est pas une confrontation, c'est des... Non, ils ont démoli et reconstruit. C'est ce qu'on appelle les cornières. Oui, mais vous allez le voir sur la... Ah oui, mais c'est ça, c'est qu'il faut le jouer, oui, d'accord. Donc là, c'est l'ensemble... Sur le même truc, parce que là, voilà. il ne reste plus rien, ça tout démoli, mais ça... Non. Ça tient. Donc vous voyez que la structure de la coupole en elle-même a été détruite et remplacée par une structure beaucoup plus légère, donc avec des cornières en béton, qu'on a vu ce matin, et une structure métallique sur le pourtour. Donc ce qui permet de créer cette transparence depuis les plateaux de lecture sur la salle, la place de la République, pardon. Donc aussi dans un point de vue réglementaire, d'un point de vue PMR et incendie, donc l'ensemble également des escaliers ont été détruits et pour recréer 4 cages d'escalier aux 4 angles des plateaux de lecture. Donc l'ensemble des magasins ont été, attendez je vais vous montrer en coupe, ce sera plus parlant. Donc vous voyez en coupe le projet de Nicolas Michelin. Donc la structure d'origine, donc l'ensemble des dalles existantes ont été démolies, mis à part celle-ci, et ont été remplacées par des dalles béton et une structure totalement indépendante de la façade. Notamment pour des contraintes au feu. Et de charge également. Et donc on voit que la structure initiale, qui était vraiment imposante, a été allégée pour permettre cette transparence depuis le fond jusqu'à la place de la République. Au niveau de, je vais reprendre ce que je disais déjà initialement, donc au niveau du projet de François Ehrenschmidt, donc on perd cette continuité depuis la rue, qu'on le retrouve dans le projet de Nicolas Michelin, notamment pour créer une salle d'exposition, donc à l'emplacement de l'auditorium actuel,
dans la continuité de l'entrée, pour recréer une salle de lecture à dimension beaucoup plus humaine avec une hauteur sous plafond de 10 mètres. 10 mètres. Sachant que ici actuellement vous avez redonné cette hauteur sous plafond initiale, je sais pas. Dans la salle historique, il y avait une double coupole, on va dire, alors qu'aujourd'hui on va directement sous la coupole. Oui, donc d'accord, voilà. Donc on redonne, c'était le parti pris initial de redonner cette force, cette force du plan d'origine, voilà. D'accord. Donc on peut voir que le bâtiment commence à arriver à saturation d'un point de vue des places, sachant que à la base, je vais vous dire, attendez, je reprends juste mes notes. À la base, il y avait 80 places de lecture dans le projet de 1895. Dans la salle 4 de François Ehrenschmidt, il y avait 120 places. Actuellement, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, il y a 660 places de lecture. Oui. C'est ça? Salle de lecture. En comptant les postes informatiques? Voilà, non mais c'est bon. D'accord. 650, c'est bon. Voilà. Au total, il y a près de 8 sièges quand je les Voilà. 650 places assises. Le projet initial de Arten et Kellman était prévu pour 850 000 volumes. Actuellement, on est à 45 km linéaires environ. C'est difficile de chiffrer en termes de volume, je pense, monsieur Louis. Oui, on dit 3 millions. Voilà. Voilà, en parlant de République. Avec une augmentation également du libre accès, sachant qu'avant les travaux, il y avait environ 20 000 ouvrages en libre accès, et que là, on est passé à 220 000 ouvrages en libre accès. Juste pour terminer, je vais vous lire une citation d'un architecte à l'époque de la construction de la bibliothèque d'origine, qui critiquait vivement ce projet, notamment de par l'absence de possibilité de construire une extension. Il disait que compte tenu de l'accroissement annuel du nombre des volumes, les magasins de rangement ne suffiraient même pas pour une période de 50 ans, encore moins de 100 ans, et que l'emplacement choisi ne permettait aucune extension. Ce à quoi l'administration lui a répondu qu'une extension était possible vers l'est, sur le peu de terrain libre, aucune des possibilités serait de recouvrir les toits, ce qui a été choisi. Alors, en fait, aucune possibilité sur la d'extension. Aucune possibilité, attendez. Aucune possibilité d'extension, contrairement à l'île Sainte-Hélène qui avait été choisie dans un premier temps. En fait, c'est où se trouve actuellement l'île Saint-Paul. C'était le choix de Barak, si je ne me trompe pas, monsieur Noël, qui avait cette volonté de construire la BNU à proximité de l'université et sur ce terrain parce qu'il offrait des possibilités d'extension future. Seulement, l'administration a choisi autrement, a choisi le projet le moins cher, parce qu'il y avait deux projets qui avaient été choisis. Vie autour de cette place. Voilà, oui. Avec le palais de l'empereur et l'administration, plus rien. C'était très administratif. Quelques étudiants. Voilà, c'était pour. Voilà. Comment, si je ne comprends pas bien sur le problème des réserves, ils ont dit on gérerait le problème de l'accroissement. C'est Barak et bon nombre de Strasbourgeois qui ont soulevé cette problématique d'une extension future, mais l'administration en a décidé autrement, l'administration impériale à l'époque, et a décidé que ce bâtiment serait sur la Kaiserplatz. Malgré les nombreuses réserves qui étaient émises à l'époque par différents architectes ou bibliothécaires. Les actuelles acquisitions de la BNU, c'est géré comment ça? Les réserves sont où? Mais maintenant ils ont deux sites extra. En dehors de Strasbourg? Non, sur Strasbourg. Donc il y a la rue Joffre, juste en face. Et il y a les anciennes archives départementales rue Fichart, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et actuellement les ouvrages sont stockés en grande partie également là-bas. Voilà, je vous remercie.